Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Créeur Cadre. Alors aujourd'hui, on a une invitée exceptionnelle qui vient de la région des Trois-Lacs en Suisse, exactement à Bienne. Bonjour Florence. Bonjour Lindsay. Alors aujourd'hui, nous allons à nouveau parler de ce sujet qui est quand même assez large, mais en même temps tellement différent pour chacun d'entre nous et d'entre vous, chers auditeurs et auditrices, c'est le changement. Donc, commençons par le commencement. Florence, d'où tu es exactement? Quelles sont tes racines? Eh bien, je pense que si je te raconte mes origines, je vais te donner un exemple de non-changement, ce qui n'est pas forcément représentatif de l'ensemble de mon parcours. Moi, je suis un pur produit suisse. Ok. Toutes les générations qui m'ont précédée viennent d'ici. Tout le monde a toujours vécu dans ce pays, donc je suis pas du tout je suis pas du tout je suis pas un produit de mixité. Je suis un produit complètement suisse et je suis née dans une région assez campagnarde qui s'appelle le Jura bernois, qui fait partie de la chaîne du Jura et qui se prolonge d'ailleurs en France. Et donc j'ai grandi dans cet endroit-là sans changement du tout. Donc, je suis née dans un village, j'ai grandi dans celui d'à côté parce que mes parents ont déménagé quand j'avais 6 ans. Et puis, je suis restée là jusqu'à mes 20 ans presque. Et justement, à tes 20 ans, où tu as fait tes études, as-tu Eh bien, décidé de partir? c'est là qu'en fait, je suis assez peu partie. J'ai fait mes études. Alors bon, il a fallu faire des choix de formation au moment où j'ai terminé l'école obligatoire que je faisais dans mon village. Et c'était un petit village de 2000 habitants à peu près, même pas. Donc vraiment des petites communautés. Et puis j'ai commencé un bout d'école de commerce que j'ai pas continué très très longtemps pour aller dans la ville la plus proche ou la plus grande par rapport à l'endroit d'où je venais. Ça représentait 1 heure de train à peu près. Et c'était au bord d'un lac, ce qui a quand même déjà changé beaucoup de choses parce que moi je venais d'une région où il n'y a pas de lac, où il y a pas d'étendue d'eau. Et je crois qu'à ce moment-là, j'ai réalisé qu'il était très important pour moi de vivre au bord d'un lac, de vivre d'abord au bord de l'eau, c'était important, mais aussi parce que, tu sais, la configuration géographique, elle est tout de suite très différente. On a une étendue qui fait qu'on peut voir plus loin et on peut imaginer un futur ou des possibilités diverses, Intéressant, intéressant. ce qui était beaucoup moins le cas dans la région d'où je venais, où il y avait vraiment des montagnes comme ça de chaque côté de l'horizon. Et c'était une grande vallée comme ça assez droite dans laquelle il n'y avait pas beaucoup de perspectives géographiques en tout cas. Enfin, ça dépend ce qu'on aime, hein. Si on aime la montagne, c'est sûrement passionnant. Mais c'était des petites montagnes, mais ça me bouchait quand même la vue. Et donc, pour moi, d'arriver au bord du lac, ça a été une première étape importante de prise de conscience de ce qui m'était important, voire même essentiel. Et qu'est-ce qui était justement important et essentiel pour toi en ayant fait ce changement d'environnement? Je crois que c'était de voir plus loin, justement, de savoir que les possibles existaient, de savoir qu'il y avait que tous les rêves que je pouvais avoir, toutes les envies que j'avais envie de vivre dans ma vie, elles étaient possibles et qu'à partir de l'endroit où je pouvais m'ancrer, c'était tout à fait envisageable pour moi de m'ancrer quelque part, il y avait possibilité de développer plein de choses, des projets, des envies et puis des voyages et puis des possibilités de découvrir le monde. Et évidemment que c'était possible aussi de là où je venais, hein, bien sûr, mais il y avait quelque chose il y avait vraiment ce mot de possible qui devenait tout à coup réalité. Est-ce que le fait que tu aies justement découvert entre la vue des montagnes et la vue du lac, justement un déclencheur inconscient qui est devenu conscient de par justement cette action de changement d'environnement? Alors, je dirais que ça a pris un peu de temps parce que quand j'ai déménagé, enfin, quand je suis allée travailler dans cette ville qui était au bord d'un lac, j'en profitais pas beaucoup de ce lac. Ça m'a pris des années, je pense, pour me libérer tu sais, d'une forme d'éducation ou de loyauté ou de mode de vie qui change en fait et qui va bouger. Et j'ai fait d'autres types de révolutions, mais la révolution spatiale, la prise de conscience de l'importance de mon environnement, je pense que ça a pris plus d'années. Et si maintenant j'avais à te demander qui a aussi contribué à ce changement, ça serait qui dans ton univers?
Et dans quel domaine? J'ai de la peine à répondre à cette question parce que je me suis toujours faite un peu seule. Euh, mais je pense que ce que je dis beaucoup, en fait, c'est que j'ai été beaucoup inspirée par une de mes tantes qui aime pas du tout que je dise qu'elle m'a inspirée parce elle a fait le choix, ou en tout cas sa vie l'a amenée à aller travailler plus loin que sa région d'origine, qui est la même que la mienne. Et pour moi, elle a été une vraie inspiration, en fait. Et ça a été une vraie... tu sais, c'était comme une garantie que oui, c'était possible. Et que oui, il y avait possibilité d'aller ailleurs, de partir, de vivre d'autres vies, de pas rester dans un milieu social aussi, dont j'avais vraiment besoin de me détacher parce que j'avais besoin de vivre ma vie simplement pour décider de qui j'allais être. Et je pense qu'elle, elle m'a vraiment donné le signal que c'était possible et que j'avais voilà, que la voie était ouverte et que je pouvais aller dans la direction qui me plairait, en fait. Elle aime pas beaucoup que je dise ça parce que d'abord, je crois que ça la gêne un peu. Et puis, en plus, je crois qu'elle a pas conscience. Enfin, pour elle, ça s'est pas marqué de cette façon-là. Et justement, bah, toi, les possibles au niveau de ta vie, de ta construction en tant que bah, Florence Oui. professionnelle, ton parcours scolaire a été quoi à partir de tes 20 ans? Alors, moi, en fait, à 20 ans, j'ai pris le choix de retourner faire des études parce qu'en Suisse, on a un système, d'ailleurs, comme dans d'autres pays, où on peut faire ce qu'on appelle un apprentissage, c'est-à-dire une formation professionnelle qu'on vit en entreprise et à l'école en partie. Et donc, moi, j'ai d'abord commencé par un petit bout d'école de commerce qui m'a surtout servi à découvrir les garçons et les beuveries. Et puis ensuite, j'ai pu aller dans un métier que je rêvais de faire et que j'ai pratiqué pendant mes 3 ans de formation, qui était le métier de libraire. Et donc, la lecture, ça a été un facteur. Par exemple, tu vois, tu me demandes qui a contribué. Alors, il y a sûrement des personnes, mais il y a aussi les livres. Et pour moi, les livres ont représenté une énorme possibilité d'ouverture. Je dis beaucoup possible depuis que je te parle. Je ne savais pas que je disais autant ce mot, mais pour moi, mais c'était énorme. C'est comme le lac. Tu vois, tout à coup, oh, il y a des univers qui s'ouvrent, des gens qui ont écrit des choses sur des sujets, qui ont voyagé, qui ont découvert d'autres populations, qui ont développé des pensées, qui ont développé des histoires, qui ont créé, qui ont fait preuve d'imagination, de créativité. Et tout ça, pour moi, c'était fondamental. Alors, je Et le faisais déjà, la lecture, ça existait depuis que je sais lire, donc j'ai toujours beaucoup lu, mais ça a été un vrai soutien en fait à l'idée que tout était effectivement ouvert et que j'avais des possibilités d'aller là où j'avais envie d'aller, quoi. quels ont été les auteurs et Oh mon voilà Dieu. les livres qui t'ont fait justement bah, t'envoler, porter vers d'autres univers? Je dirais que la première, quand j'étais petite, alors évidemment, c'est pas une autrice qui est forcément, enfin bref, c'est égal. Quand j'étais petite, c'était la comtesse de Ségur. Comtesse de Ségur, c'était un monde de noblesse comme ça, avec des très belles robes et puis une éducation parfaite. Puis de temps en temps, il y avait des renégats hein, et des renégates dans les livres de la comtesse de Ségur. Et il y avait par exemple un tome où elle racontait l'histoire du père d'une petite fille qui était partie voyager, qui était partie sur les bateaux, qui était marin, qui était capitaine au long cours et tout. Et moi, je garde un souvenir assez illuminé, par exemple, de ce bouquin-là, parce que de nouveau, il y avait l'ouverture comme ça au monde qui était présente. Autre chose qui a été important, je pense, quand dans mes toutes premières années, c'était Fifi Brin d'Acier, certainement, parce qu'elle aussi, puis elle, alors, c'était plus grand que ça, parce que c'était aussi l'autonomie. L'autonomie des filles, l'autonomie des femmes, qui m'a tout de suite, très, 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 très jeune, m'a beaucoup occupée. Pour moi, c'était fondamental, ça aussi. Et puis, j'ai envie de parler de George Sand, écrivaine française du Berry, qui est plus connue finalement pour sa vie trépidante que pour ses écrits, qui est quelqu'un qui a travaillé qui a écrit d'ailleurs sur la sorcellerie, qui a écrit sur les phénomènes surnaturels, qui a écrit sur la vie des paysans du Berry, et puis qui est une femme qui a été bisexuelle, qui a essayé plein de mecs différents à une époque où les femmes n'avaient pas franchement ce genre de liberté ou ce genre d'ouverture possible. Et je dis beaucoup ouverture est possible, c'est fou. Et voilà, qui était plutôt restreinte dans leur choix. Et elle a montré que tout était possible. Elle a d'ailleurs pris un nom d'homme. Et ça, c'était pas le moindre de ses charmes pour moi. Son vrai nom à George Sand, c'est Aurore Dupin.
ce qui était quand même un peu plus classique. Et moi, j'aimais beaucoup, j'ai beaucoup lu en fait des auteurs et des autrices femmes parce qu'elles me donnaient la voix, quoi. Et Ouais, la voix justement de toi, Florence, au niveau donc 20 ans, tu as ouais. décidé de plonger dans des livres, tu as été inspirée, mais tu as fait quoi justement comme action qui a fait la Florence d'aujourd'hui? Quel a Alors, été ton premier ouais. déclencheur en tant que Florence professionnelle incarnée? Je ne sais pas si je vois ma vie de cette façon-là. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai terminé mon apprentissage parce que je devais le finir. Mes parents ont insisté lourdement. Donc, j'ai terminé cette formation de libraire avec un diplôme. Et puis, je suis repartie faire des études. Donc, je suis arrivée dans un lycée pour faire un bac à 20 ans, alors que tout le monde en avait 15. Et donc, j'ai fait cette démarche-là parce que pour moi, il y avait, si tu veux, l'idée que je devais jamais rien regretter. C'est-à-dire qu'il fallait que tout soit toujours euh, envisageable et qu'il n'y ait pas de limite à mes envies. Et donc, avoir un papier qui me permettait d'ouvrir n'importe quel champ professionnel ou n'importe quel champ d'études, c'était capital. Et donc, j'ai été faire un bac pendant 3 ans. C'était génial. Ça a été vraiment une école magnifique. Enfin, d'abord, c'était une super école. Et puis, en plus, c'était comme ce parfum de liberté, de, ouais, de quelque chose qui allait me permettre d'évoluer là où j'avais envie d'aller. Et ça a été très, très précieux. Et puis ensuite, je suis entrée à l'université. Et moi, je viens d'un milieu où il n'y a pas d'universitaire. Hein. Donc, c'était aussi une sorte de coupure avec mon milieu d'origine. En tout cas, c'était pas ce qu'on rêvait pour moi. Pas parce qu'on rêvait petit pour moi, mais parce que ça faisait simplement pas partie des éléments qu'on pouvait envisager. Parce que dans mon milieu, c'était difficile à imaginer d'ailleurs ce qu'on allait pouvoir faire à l'université. Moi, je me souviens de mon père qui me disait, mais tu vas faire quoi comme métier en sortant? Parce on n'acquiert pas forcément un métier à l'université. On acquiert souvent plutôt des connaissances, des capacités d'analyse, toutes sortes d'autres choses, mais pas forcément un métier. Et donc, il était très interrogatif, pour le moins, de ce que j'allais bien pouvoir faire en sortant de mes études. Et puis, ce que j'ai fait, c'est donc des études de lettres. J'ai choisi d'aller en lettres. Et là, je suis partie dans des branches un peu particulières. J'ai fait de l'archéologie et ça m'a permis d'aller faire des fouilles archéologiques sur le terrain. Ah, J'ai carrément, c'est fait, vraiment ouais, cette oui, orientation, ouais. voilà, un peu différente, même énormément par rapport justement à ce côté lettres. C'était dans des Mhm. branches au niveau des études. Est-ce que c'était des options ou alors est-ce que tu as fait vraiment encore d'autres études pour devenir, enfin, pas devenir, mais travailler des études d'archéologie? Non, alors en fait, si tu veux, à l'université en Suisse, en tout cas, la manière dont elle est organisée fait qu'en lettres, il y a plusieurs branches possibles et qu'on doit en choisir trois. Et donc, les trois que j'ai choisis, c'est archéologie, c'est histoire et sciences des religions, et puis c'est ethnologie. Donc, Ok. tu vois comment ça me tourne sur le monde, tout ça. Ah, Ça me ça tourne c'est. absolument pas sur OK, je prends des branches enseignables au cas où je trouve pas de boulot, je pourrais toujours me rabattre sur un petit boulot que j'aime pas trop, mais qui au moins va me garantir un loyer, un salaire. C'était pas franchement l'idée. C'était plutôt, de nouveau, ouvrir les horizons un maximum et me donner la plus grande possibilité de faire des choix pour moi, pour ma vie. Je crois qu'il y a toujours eu ce besoin d'ouvrir qui est très fort dans ce que je te raconte et puis qui est pas toujours conscient, mais qui est un vrai moteur au fond pour ma vie, ouais. Et justement, quelles ont été tes aspirations en travaillant dans le côté archéologie? Qu'est-ce que Ouais. tu en as retenu? Alors, l'archéologie, j'en ai fait pendant mes études et ça m'a amené sur des terrains de fouilles, ça m'a amené sur des chantiers. Alors, les chantiers de fouilles, c'est très particulier, c'est des petites communautés comme ça qui se créent pendant une période et puis tout le monde vit ensemble un peu l'un sur l'autre comme ça pendant quelques semaines. Puis après, tout ça se rouvre et puis les gens repartent ailleurs. Donc, c'est pas des choses qui vont durer très longtemps. Et j'ai trouvé passionnant de le vivre. J'ai énormément aimé pouvoir plonger dans ce monde-là. Mais ensuite, il y a toute une partie analytique, c'est-à-dire que toute la saison froide, ben, on se retrouve dans des bureaux
bureau, à analyser chaque bout de papier, chaque bout de cailloux qu'on a pu ramasser, à essayer de comprendre les différentes strates, les différentes couches qui existent dans la Terre et qu'est-ce que ça raconte du point de vue de l'histoire et de la préhistoire. Et puis ça m'a beaucoup moins passionnée parce que c'était un travail très analytique et j'étais pas tellement faite pour ça. Et donc, moi, ce que ça m'a permis de faire, c'est que ça m'a donné le goût du terrain, donné le goût évidemment de la rencontre des gens. Et c'est ça, en fait, je pense, qui a été un des facteurs qui m'a conduite à devenir journaliste. Waouh! Et Eh ben, donc, c'est un parcours atypique assez intéressant et dont ouais. on a envie de le parcourir soi-même. Ok. Par- Ouais, en tout cas pour moi, il y avait une espèce de syndrome d'imposture qui existe toujours, mais qui était présent, de se dire, mais finalement, est-ce que vraiment je peux écrire dans un journal? Est-ce que vraiment je suis capable de faire une chose pareille? Parce qu'encore une fois, je viens pas d'un milieu de gens qui font ce genre de choses. J'avais jamais eu aucun contact avec des médias, donc c'était pas donné pour moi d'aller dans ce milieu-là. Mais j'avais une amie qui était en formation de journaliste. Ce qui fait que je pense que ça m'a quand même ouvert la voie du possible de nouveau. Tiens, elle le fait, pourquoi pas moi? Et puis, il y a eu une opportunité d'aller travailler un été dans une rédaction. Et moi, j'avais l'habitude de travailler l'été dans des usines ou dans des magasins ou dans des boulots quand même assez peu valorisés. Et puis là, je suis arrivée dans une rédaction où on m'a dit, voilà votre bureau, voilà votre téléphone, voilà s'il y a quelque chose. Puis moi, j'ai jamais eu de ligne de téléphone privée, enfin direct, si tu veux. J'avais jamais vécu ce genre de choses. Et puis on m'a dit, voilà, ben, l'été, il y a peu de sujets, donc ben, amusez-vous, quoi. Enfin, créez des sujets, donc vous nous amenez des idées, et puis on verra si on peut les traiter ou pas et tout. Et en fait, pendant 2 mois, ben, je me suis éclatée à mort avec toutes les idées qui me passaient par la tête. Ben, j'en faisais des sujets, et puis j'allais voir des gens, et puis ça donnait des papiers qui étaient publiés dans le journal. Et, et je me souviens que la première fois que mon nom est apparu dans le journal, c'était pour une critique de théâtre, c'était pas pour un article, c'était pas pour un reportage. Et je me souviens d'être arrivée à la gare de la ville à côté de chez moi le matin et puis de me sentir totalement nue au milieu de la gare parce que j'avais l'impression que tout le monde savait qui j'étais puisqu'il y avait mon nom dans le journal. Et puis évidemment que personne ne savait qui j'étais, que personne n'avait vu ce nom, que depuis, j'ai évidemment tout ça, je l'ai beaucoup relativisé, parce que je sais combien c'est pas comme ça que ça se passe. Puis J'ai une sur le moment, il question, y avait je un truc énorme. rebondis. Je Oui, bien sûr, rebondis par bien rapport à sûr. ça. C'est ok, personne ne savait réellement, mais est-ce que toi, tu as verbalisé les choses autour de toi, les personnes que tu connaissais, sachant que tu avais publié cet article pour que tu puisses aussi mettre le lien par rapport à cet article et toi? Ouais, moi je suis pas tellement du genre à te raconter tous les faits d'armes incroyables que je peux réaliser dans la vie parce que des trucs dingues, je pense que j'en ai fait quand même pas mal, mais je le dis pas en fait. Et je pense que c'est un des défauts qu'on peut me reprocher ou en tout cas un truc sur lequel on peut avoir l'impression qu'on me connaît pas. Parce que moi, je vais jamais te dire, ouah, tu vois, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et j'entends des gens raconter des choses que moi j'ai faites, mais je vais pas renchérir en disant derrière, oui, non, mais moi aussi, bien sûr, etc. Et quand je le fais, je me sens souvent pas du tout alignée parce qu'il y a une espèce de surenchère, si tu veux, dans les expériences de vie qui m'intéresse pas du tout. Et c'est pas comme ça que je me profile. Ce qui fait que notamment pour les critiques de théâtre, alors que j'ai faites un petit peu avant d'aller dans cette rédaction, c'était absolument évident que j'allais en parler à personne. Et d'ailleurs, je me tirais juste après le spectacle pour que personne sache qui allait écrire, etc. Donc non, j'étais pas du tout. Il y a des gens qui profitent de faire un réseau à ce moment-là, et il y a plein de journalistes qui le font. Moi, pas, quoi. Moi, alors les gens savaient qui j'étais à force parce que ben, il se trouve que je faisais des critiques de théâtre régulièrement. Mais non, non, j'en ai jamais fait une gloriole, en fait. Enfin, c'était pas du tout pour ça que je le faisais. Puis surtout, je pensais tellement que c'était nul ce que j'écrivais que j'allais sûrement pas me mettre en avant non plus. Mais bon, bref, donc j'ai commencé avec ça. Puis après, alors par contre, quand j'ai travaillé dans la rédaction, puis que là, j'ai fait des reportages, il se trouve que ce journal était distribué dans ma région natale, celle que j'avais tellement volontiers fui. Et donc, évidemment que là, ça s'est très vite su, puisque les gens, ils sont très attentifs au nom du coin. Ah, mais c'est la fille de qui? Donc, mes parents, ils en entendaient beaucoup parler. Comment tu t'es Oui, oui. sentie à ce moment-là, en ayant eu le retour de ta ville natale, entre guillemets, des personnes que tu connaissais Oui. et qui ont eu l'occasion de te faire ce retour? Je pense que mon rapport à ma région d'origine est un rapport d'amour et de haine. Et que c'est un mélange de ce genre, ce qui fait qu'il y avait une espèce d'immense fierté probablement enfouie assez profondément en moi d'être reconnue quelque part par des gens du coin.
Et en même temps, une volonté de mettre beaucoup de distance à ça, en sachant aussi que ça pouvait tourner ou que ça pouvait changer avec l'opinion, voilà, ça bouge, ça change, etc. Il aurait suffi, d'ailleurs, il a suffi que je fasse des papiers plus critiques sur cette région pour voir aussi cette espèce de réflexe régionaliste qui existe partout et puis qui peut poser des questions. Et d'ailleurs, ça m'amène à un élément très, très récent, enfin très actuel. Je fais juste un parallèle à ça, puis après on peut repartir dans notre conversation, parce que là, je suis sur un projet où je vais développer, c'est un projet de podcast qui est développé avec une entreprise, avec une boîte de production. Donc, on fait des recherches de fonds pour avoir des moyens pour pouvoir le faire et qui cherche en fait, qui a comme but, comme objectif de recréer des liens et de la parole entre les gens de la région d'où je viens et la région d'à côté, parce qu'il y a eu un gros conflit politique entre ces deux régions. Et donc, les gens se détestent. Et par-dessus ce couvercle de détestation, on a mis un couvercle politique qui dit que ça va mieux, puis un couvercle économique qui dit encore plus que ça va mieux. Mais au fond, les blessures restent. Et ça fait depuis toujours, depuis l'époque dont on parle là, que j'ai envie de contribuer d'une manière ou d'une autre à comme retisser une nouvelle histoire ou à recréer des liens là où ça semble impossible à faire. Et on est en train de travailler sur la recherche de fonds de ce podcast et on vient de toucher un montant assez important de la loterie suisse qui nous soutient sur ce projet-là. Et pour moi, c'est très important parce que c'est un pas vers le fait que je vais pouvoir le faire. Ce qui veut dire que quand on aura le budget nécessaire, eh bien, je vais retourner dans cette région et c'est là que je vais aller mener ce projet pour voir comment on peut retisser ces liens. Et, euh, et donc, tu vois, c'est comme si l'affaire, en fait, de cette question des origines, elle est jamais bouclée parce qu'il y a toujours des choses qu'on peut rajouter ou qu'on peut aller enrichir ou qu'on peut aller revoir d'une autre façon. Et j'entends quand tu disais vraiment le côté de joie, de haine et autres, c'est là, ici, le fait d'agir pour ça, est-ce que tu aurais l'envie aussi de remettre cette partie de joie d'une manière constructive avec toi aujourd'hui, Florence, et pourquoi? Mais bien sûr, parce que je ne suis plus du tout, enfin, je suis plus la même personne. On reste les mêmes, mais on évolue. Et donc, moi, j'ai dû beaucoup travailler sur mon rapport à mes origines, sur cette notion d'amour, cette notion de haine, etc. Et aujourd'hui, j'ai pris beaucoup de recul avec ça. Donc, le fait que maintenant, je sois capable de proposer un projet comme celui-là, montre aussi, enfin, pour moi, ça prend sens aussi de là où je suis aujourd'hui. Et aujourd'hui, et je pense qu'à l'époque, j'aurais pas pu faire un projet comme ça parce que j'aurais pris fait et cause pour une partie ou pour l'autre. Et là, l'idée, c'est vraiment d'arriver avec un regard qui a plus de distance et puis qui a aussi plus de qui a plus d'analyse finalement ou de, tu vois, puis aussi plus de paix par rapport à l'histoire qui a été vécue, l'histoire que moi j'ai aussi vécue dans ma chair, puisque dans ma famille aussi le conflit a été présent, ce conflit politique, et qu'il a pris une place particulière. Et donc je vais d'ailleurs en parler de ça, de quelle place ce conflit a pris dans ma propre vie et de pourquoi c'est moi qui m'intéresse à cette question-là et pas quelqu'un d'autre, parce que tu le sais très bien, quand on a un sujet de podcast, c'est jamais le hasard. Exactement. Et justement, par rapport à ça, le fait d'être journaliste, de pouvoir justement exprimer ta parole, mais à travers les mots écrits, quel a été ton développement justement personnel à travers ton développement professionnel? Donc, comment le journalisme m'a permis de devenir moi? C'est un peu ça ta question? Oui. Bah, je pense que ça m'a fait rentrer dans mon axe. Moi, j'aime l'écriture, j'aime la lecture, j'aime la politique, j'aime discuter avec les gens, j'aime le débat d'idées, je suis convaincue qu'il est très important de développer l'esprit critique citoyen dans cette société et qu'on le fait mal ou difficilement et que les médias sont un moyen de pouvoir y arriver. Et donc, tout ça, ça répondait à des valeurs qui sont fondamentales pour moi, qui sont vraiment importantes et dont je pense qu'elles sont une vraie ressource pour garantir une paix sociale, pour garantir une possibilité de vie, de qualité de vie importante. Et donc, ça a comme fabriqué, ça a comme répondu à ce qui était essentiel pour moi et qui étaient probablement des choses qui venaient de mon histoire de famille, notamment ma relation avec mon père qui a été extrêmement difficile et qui répondaient à des valeurs essentielles que j'avais pas pu exprimer en étant petite et qui, en réalité, sont fondamentales. Et le fait de pouvoir s'exprimer, de pouvoir avoir des avis différents, des avis divergents et de pouvoir s'engueuler si on a besoin de s'engueuler, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que ça puisse être dit.
Et je pense que le journalisme m'a ouvert cette porte-là et cette possibilité aussi de dépasser un peu le milieu social de mes origines, qui était un milieu plutôt ouvrier. Puis moi, j'avais une très grande soif ben, tu as bien compris l'ouverture, les possibles, je crois qu'on en a assez parlé, mais j'avais une très grande soif aussi d'avoir accès à un autre niveau de rencontres de personnes avec des gens qui avaient fait des études, des gens avec qui je pouvais débattre de toutes ces questions-là, ce qui n'était pas toujours le cas dans mes premières années, et puis qui là, tout à coup, est devenu possible. Donc le fait d'accéder à l'université, de faire des études, d'avoir un métier dans lequel j'allais rencontrer des gens qui étaient des élus, des gens qui étaient des personnes plus ou moins connues, même si je cherchais pas la célébrité, ben, ça m'a permis d'avoir accès aussi à un autre niveau d'analyse et un autre niveau de positionnement politique aussi. Et ça, pour moi, ça a été fondamental. Donc ça a construit qui je suis. Et justement, parlant positionnement, le monde du journalisme est quand même assez spécial dans le sens où il Bien faut sûr. avoir justement un tempérament, une personnalité assez bien ancrée que pour pouvoir justement porter, je vais dire, ce flux d'informations qui est aussi le retour de la citoyenneté et parfois on est cadenassé par rapport à ce que l'on aimerait exprimer et ce que l'on doit écrire et ou verbaliser par rapport à la structure dans laquelle on travaille. Donc toi, est-ce que tu t'es senti 100% toi-même en travaillant en tant que journaliste pour là où tu travaillais à l'époque après tes études? Mais en fait, d'abord, j'ai travaillé dans un petit journal régional dans lequel j'étais absolument 100% moi-même. Et j'étais tout à fait, j'avais besoin de plus grand, mais j'étais OK avec ce qui était en train de s'y passer. Et puis, il n'y a jamais eu aucun moment où on m'a fait écrire des choses que je ne voulais pas écrire. Et puis, j'ai pas été confrontée à ce genre de difficultés. Puis ensuite, j'ai changé de média et je suis allée travailler dans un journal régional un peu plus grand, dans lequel j'ai rencontré un homme qui est devenu mon partenaire et qui était quelqu'un de très important pour moi, avec qui je suis plus aujourd'hui, mais qui continue de jouer un rôle très important dans ma vie. Et puis qui est quelqu'un avec qui je me suis beaucoup construite. En fait, si tu veux, parallèlement à mon métier de journaliste, il y avait cette histoire-là qui a joué un rôle très important, je pense, dans ma construction. J'avais une trentaine d'années là. Et puis, là encore, je pense que j'ai eu une marge de manœuvre et une liberté suffisamment importante parce qu'on était un peu la génération montante des journalistes, donc on était beaucoup écoutés par la rédaction en chef. Et moi, j'avais une voix forte, hein, donc comme ça, j'ai peut-être pas. Enfin, toi, tu me connais peut-être pas comme ça, mais j'avais une voix tout à fait audible. Et donc, et donc là, on était un peu l'avenir de cette rédaction. Donc, on était très écoutés. Et les conflits qu'on a pu avoir, c'est des conflits qui sont normaux dans le monde du travail. Et pour moi, ça n'a pas été des freins en aucun cas. Et puis, en fait, par contre, à la suite de ça, j'ai été engagée à la télévision suisse. Et puis là, alors, j'ai rencontré les fameux freins dont tu parles, où tout à coup, je me suis retrouvée dans un énorme système. On faisait de la télévision, on faisait plus de l'écrit, donc aussi d'autres moyens, d'autres manières de travailler, et puis toutes les questions qui se posent sur le travail des images, hein, sur la force des images, sur qu'est-ce qu'on peut faire dire à une image, qu'est-ce qu'on peut ne pas lui faire dire. Et puis de nouveau, c'est ce moteur qui a toujours été pour moi le fait de développer l'esprit critique citoyen, et puis qui là, au moment où j'entre à la télévision, est très mise à mal. Parce qu'on fabrique des sujets pour, me semble-t-il, plutôt amuser les gens que les informer. Et c'est exactement à ça que je ne veux pas contribuer parce que c'est pas pour ça que j'ai choisi le métier de journaliste. Je pense qu'il est capital de donner des clés d'analyse aux citoyens et aux citoyennes, parce que c'est ça qui fabrique la démocratie. Et arriver à la télévision, même si c'est une chaîne publique, eh ben, je me retrouve confrontée à des questions d'éthique et des questions de valeurs qui sont très, très complexes pour moi. Et je décide, après 4 ans, de quitter cette télévision et de quitter le journalisme en même temps parce que je suis plus en phase avec ça, parce que j'ai l'impression que si je veux faire ce qui m'est important, c'est-à-dire continuer d'ouvrir ces possibles d'analyse, eh ben, je vais plus pouvoir les faire dans le cadre du journalisme parce que je suis confrontée aux problématiques que tu soulèves. Je rebondis avec justement le côté où on peut faire dire tout ce que l'on veut à une image en fonction de la manière dont on va la placer, le contexte dans lequel on va la mettre aussi et de la sortir justement de Bien son sûr. propre contexte. Mhm. Qu'est-ce que tu penses, toi, de l'intelligence artificielle qui, on peut aussi modifier les images, le texte, les paroles, etc.
Bah, je pense que c'est un outil merveilleux qui est de l'ordre de la transformation qui a pu avoir lieu au moment de la découverte de l'imprimerie ou de révolutions culturelles et sociales de ce genre, mais qu'il s'agit de l'apprendre avec prudence et qu'il s'agit d'utiliser ça en mettant en place des règles éthiques, puis surtout en ayant des gens qui sont conscients de ce qui est en train de se jouer. Et moi, je crois qu'il y a encore énormément de personnes qui ne sont pas du tout conscientes de la révolution que ça représente, qui vont plutôt dire je suis contre ou j'ai pas envie, parce que la résistance au changement, c'est quand même un phénomène très classique par rapport à l'arrivée de l'intelligence artificielle, alors qu'il n'est pas question d'être contre, il est question de dire qu'est-ce qu'on fait avec. Et donc, je pense que c'est merveilleux. Moi, je m'y intéresse beaucoup et je suis beaucoup plongée dans plein de trucs qui tournent autour de ça parce que je trouve ça assez fascinant. Et en même temps, je vois aussi, moi j'ai 50 ans cette année, je le dis jamais à personne parce que je suis pas du tout OK avec cette histoire d'âge, mais je vois que dans ma génération, c'est pas forcément un truc qui est facile à questionner. Mais tu sais, j'ai l'habitude, moi quand j'étais féministe à 14 ans, tout le monde s'en foutait complètement. Et puis ça a duré toute ma vie, donc c'est pas très grave, je vis avec ça. Ouais, je pense que c'est incontournable et que c'est même une bonne nouvelle. Et c'est intéressant par rapport au fait que, bon, ben voilà, encore une fois, ben, tu es tout sauf justement contre le changement. Tu surfes aussi plus avec. Et ben, même, je crois que là, en écoutant depuis le début ton parcours, c'est que tu vas chercher le changement aussi en fonction ben, de tes besoins. Tu récoltes ce que tu assimiles. Ben voilà, tu prends, tu laisses et tu avances. Par rapport au fait que tu as décidé de quitter justement la télévision, ben, quelles ont été tes aspirations ici ben, dans la suite de ton parcours? Ouais. En fait, ce qui était drôle quand j'ai quitté la télévision, et d'ailleurs, je pense qu'il y a encore des gens qui sont un peu coincés là-dessus, c'est que c'est un peu comme si j'avais quitté l'Olympe. Parce que tu vois, l'Olympe, c'est les dieux grecs, c'est l'endroit dans lequel il y a un petit peu des nuages, donc on ne sait pas exactement ce qui se passe au sommet. Et moi, dans le paysage médiatique de Suisse francophone, j'étais arrivée au sommet, si tu veux. Enfin, il y a une espèce de sommet. L'idée, c'est que la télévision, et puis en plus, la télévision suisse, c'était un truc hyper prestigieux. C'est un peu comme en Suisse quand tu rentres dans une banque. Tu vas pas quitter un emploi qui te garantit tout ce que ça peut garantir en termes de renommée, de reconnaissance et tout ce que tu veux. Et donc, le fait de quitter la télévision, c'était pour moi merveilleux et absolument aligné et juste. Mais je vois qu'il y a des gens qui, encore aujourd'hui, savent pas exactement ce que je fais, puis ils sont un peu gênés de se dire, bon, maintenant, je pense que ça a passé, parce que ça fait quand même plusieurs années. Mais quand même, il y a eu un moment où, ouais, on savait pas trop. On se disait, ah bon, les journalistes, en général, ils vont dans la com. Et puis, elle, visiblement, elle fait pas de com. Mais alors, de quoi elle vit? Et il y a eu un énorme mystère autour de ça. Et moi, en fait, pendant que j'étais à la télévision, je me suis formée aux questions de genre, aux rapports sociaux hommes-femmes, en tout cas en l'occurrence quand j'ai fait ma formation. Et donc, quand j'ai quitté la télévision, j'ai pris un poste de responsable d'égalité des chances dans les hautes écoles de Suisse romande. Les hautes écoles, c'est les hautes écoles de sciences appliquées, donc c'est les universités techniques et pratiques, si tu veux. Et donc, j'ai travaillé, j'ai pris un poste de responsable de ce chantier-là dans les hautes écoles. Donc, c'est ça que j'ai fait en sortant de la télévision. Donc, en plus, je suis sortie plutôt la tête haute parce que j'allais prendre un poste intéressant, plutôt valorisé, plutôt chouette, puis qui correspondait aussi aux valeurs que j'avais envie de promouvoir. Justement, parlons de valeurs, l'égalité des chances, le côté ben, homme-femme, enfin, c'est rentré dans un sujet justement assez politisé d'un côté, de l'autre côté, ben voilà, c'est ben, on va dire ce qui est le monsieur et madame tout le monde, chacun a son avis, ses critères. Pour toi, qu'est-ce que le féminisme? Qu'est-ce que sachant que tu as travaillé là-dedans, que tu as eu l'occasion de faire ton bout de chemin là-dessus, en tant que Florence, pour toi, qu'est-ce que le féminisme? Ben, le féminisme, c'est ma vie. Moi, je suis féministe depuis que je sais penser, j'aime bien le dire comme ça. Ça a toujours été une certitude qu'il était absolument capital que hommes et femmes aient les mêmes droits dans cette société. Et je me suis rendu compte très vite en tant que fille que j'avais pas ces droits-là toujours exactement de la même manière. Et moi, j'ai lu des bouquins féministes depuis que je sais lire, quoi, quasiment. Enfin, j'entends, j'ai commencé par la Comtesse de Ségur, certes, mais ensuite j'ai passé à d'autres choses. Et pour moi, ça m'a vraiment construite. Ça m'a construite, et puis il y a eu plusieurs niveaux de construction dans mon histoire de vie. D'abord, ça m'a construite en réaction avec la relation que j'avais avec mon père qui était incapable de prendre un linge et d'essuyer quoi que ce soit, d'essuyer la vaisselle ou de se... Bref, je ne vais pas dire trop de mal de lui. Il est décédé il y a peu de temps, donc je vais
rester respectueuse. Mais voilà, donc il y a eu déjà beaucoup de conflits domestiques, je dirais, dans un premier temps. Et puis ensuite, j'ai eu des réactions assez épidermiques sur ces questions-là. Et en tant que journaliste, ça m'a interrogée parce que j'avais des réactions épidermiques dans la manière dont j'écrivais. Et c'est là, en fait, que c'était plus OK pour moi. Donc c'est là que j'ai choisi d'aller mettre une couche d'analyse et que je suis allée me former sur ces questions-là pour pouvoir me positionner et voir finalement qu'est-ce que je défendais dans cette énorme planète qu'est le féminisme et qu'est-ce qui, pour moi, ne correspondait pas à ce que j'avais envie de défendre. Et donc, je me suis fait une espèce de ligne de conduite. En tout cas, j'ai pu élaborer plus la manière dont je me positionnais là-dessus. Je continue aujourd'hui de penser qu'il est absolument capital de s'occuper des questions féministes, mais j'ai décidé de ne plus m'en occuper publiquement parce que je crois qu'on a pris un virage sur ces questions qui me pose beaucoup de questions parce que nous sommes dans une espèce de période hyper radicale là-dessus. Et moi, j'ai jamais cru au radicalisme et j'ai jamais cru au militantisme, au sens strict du militantisme. Je suis une militante dans ma vie. Je crois qu'il n'y a aucun des mecs avec qui je suis sortie qui peut dire le contraire. Mais, euh, mais pour moi, la priorité, c'est d'établir des conditions pour pouvoir avoir des conflits, pour pouvoir se parler. Et l'idée, c'est pas d'éradiquer la moitié de l'humanité parce qu'ils correspondent pas à la manière dont moi je fonctionne. Et donc ça, c'est très important pour moi. Et j'ai l'impression parfois qu'il y a quelques dérives à ce sujet. Je comprends aussi très bien que c'est nécessaire d'être radical pour pouvoir obtenir moins, mais obtenir quelque chose pour faire continuer de faire bouger les lignes. Et je mesure le chemin qu'on parcourt depuis des dizaines d'années et c'est très, très bien et très important. Euh, je, j'ai envie de continuer de contribuer à ma mesure, à la manière dont moi je crois à ces questions-là, mais je m'exprime plus publiquement. J'ai écrit beaucoup de chroniques sur les questions, sur ces questions-là. Je me suis beaucoup positionnée sur ce sujet à un moment de ma vie, mais c'est quelque chose que j'ai choisi de ne plus faire. Et justement, par rapport à cette posture que tu as, que tu c'est ancré en toi, si pour l'avenir des comment dire des femmes qui sont féministes opposées, donc on a le côté machiste et on pourrait les donjons, on peut les Oui, oui. appeler comme on veut, etc. Hein. Moi, j'ai remarqué parce que dans mon travail professionnel salarié pendant plus de 15 ans, ben, il y avait une partie qui était aussi féministe, militantisme, avec voilà, c'est porter des valeurs, etc. Et dans la vie C'était quoi ce travail salarié? moi, je suis, comment dire, j'étais chargée de projet, donc pas dans ce domaine-là. Moi, j'étais dans les personnes fragilisées, mais il y avait une section féminisme. Oui. Et ce qui est important, c'est que dans la vie de tous les jours, justement, je remarquais certains comportements où c'était le comportement d'une femme, mais version mec macho, version mec don Juan. Et pour toi, Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça t'exprime comme posture dans le féminisme? Est-ce que c'est réellement du féminisme ou alors est-ce que c'est justement ben, plus ou moins la même posture mais en homme machiste? Ouais, en fait, je crois que l'idée pour moi, c'est vraiment de sortir de ça et de sortir de ces visions stéréotypées et qui produisent du préjugé et les préjugés produisent de la discrimination et donc c'est très important de sortir de ça. Et on est loin d'en sortir. Au contraire, plus la situation se tend et se radicalise d'un côté, plus évidemment les réponses vont être radicales aussi et donc on n'avance pas. Quand il y a deux fronts radicaux qui se font face, bah, on en arrive à des guerres, éventuellement à des conflits larvés qui vont pas du tout se résoudre mais on n'arrivera pas à dépasser ça pour aller vers quelque chose de commun. Alors, c'est bien l'idée de dépasser ça aujourd'hui, mais le fait qu'il y ait des fronts comme ça, enfin des comportements très stéréotypés qui se mettent en place, c'est très logique, en fait, dans cette question. Parce que c'est une manière de se protéger. On va faire ce qui nous semble juste pour conserver ses acquis, conserver son précaré. Et c'est ce que font les hommes, beaucoup aujourd'hui, parce que les femmes sont très radicales et puis qu'elles leur rentrent dans le cadre. Et puis moi, j'ai toujours fait ça, donc je trouve que c'est très bien de rentrer dans le cadre des gens. C'est pas ça la question. Mais le problème, c'est qu'on a tendance à figer les positions, à figer les comportements
Et ça ne permet pas du tout d'évoluer dans quoi que ce soit. Moi, j'ai donné beaucoup de formations à ces questions. Puis je te donne juste un exemple parce que c'était vraiment extraordinaire. Donc, c'était une journée de sensibilisation pour prendre conscience un peu de ces enjeux et de comment la société fonctionne, comment les rapports de force s'établissent, pas seulement dans la question du genre, ça existe aussi sur la situation du handicap, sur la situation de la mixité sociale, sur la situation des origines ethniques, etc., etc. Ça existe dans plein de domaines. Et une femme est assise au premier rang. C'est un groupe très mixte avec des hommes et des femmes mélangés. C'est des profs de hautes écoles qui sont là. Et à un moment donné, elle me regarde puis elle me dit, quand même, c'est quand même encore les hommes qui déracinent les arbres. Et moi, je connais aucun mec autour de moi qui est capable de déraciner un arbre. Alors vraiment, aucun n'a le gabarit nécessaire pour faire ça. Vraiment, les bûcherons de je ne sais quelle époque peut-être, mais aujourd'hui, vraiment bon. Et donc, elle dit ça. Et qu'est-ce qu'elle dit quand elle dit ça? Elle dit, j'ai une éducation. On m'a dit des choses sur le rôle des garçons et des filles et j'ai envie d'être loyale à mon éducation. J'ai envie de rester en lien et en respect avec ce que mon père et ma mère m'ont enseigné. J'ai besoin de ne pas bousculer toute ma vie aujourd'hui alors que tu es en train de me dire que je pense faux. Et elle dit tout ça. Et donc, si je l'accueille avec sa remarque en lui disant, non mais t'es complètement conne, ma pauvre, tu connais un seul mec qui sait déraciner un arbre, je la perds pour toujours. Et c'est souvent comme ça qu'on accueille ce genre de remarques. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? Je suis allée la chercher et je lui ai demandé de me raconter pourquoi c'était important. Pourquoi il fallait que les mecs puissent déraciner des arbres. Qu'est-ce qui se passait avec ça pour elle? Puis elle a pu raconter ce que je te dis en fait, tous ces liens qu'elle avait avec sa propre histoire. Et ça change tout, parce qu'après, on lui donne des contre-exemples qui montrent que, par exemple, les métiers du care, les métiers qui sont très, très occupés par les femmes, qui doivent, par exemple, soulever des patients extrêmement lourds dans un lit, c'est probablement à peu près aussi lourd que d'aller essayer de déraciner un arbre. Mais la force n'est pas une valeur qu'on considère comme féminine, donc on ne va pas la mettre dans les stéréotypes ou les clichés de ce qui concerne les femmes. Alors que si on donne des contre-exemples, on a pu, grâce à ça, ouvrir la discussion et montrer que ces références qui disent la minutie, c'est les femmes et la force, c'est les hommes, ben en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça et qu'il y a 10 000 situations dans la vie où on peut vivre d'autres choses, d'autres réalités par rapport à ces questions. Et je crois que ça a été beaucoup plus utile finalement de le poser comme ça et d'avoir cette ouverture-là, plutôt que toute la classe éclate de rire parce qu'elle avait dit une connerie. Exactement, et c'est intéressant au final pour rejoindre le changement que avoir l'ouverture d'esprit, d'être intéressé à la personne et de comprendre, de poser des questions pour justement cheminer ensemble et non d'être dans le jugement, etc. Mais donne à chaque fois une opportunité, soit d'ouvrir des ouvertures d'amitié, de partenaires et ou de stopper par rapport à ses propres limites dans le sens que on a nos propres valeurs Bien sûr, aussi. bien Et, sûr. mais encore une fois, c'est important, c'est de pouvoir justement communiquer. Et à l'heure d'aujourd'hui, la communication, elle est partout, mais en même temps, qui arrive encore à réellement communiquer, à être à l'écoute active pour que justement on puisse soit trouver des moments sympas et ou construire ensemble et où apporter du soutien, etc. Mais être dans vraiment ce côté d'être joie, d'être bien et de pouvoir justement avancer et non d'être figé et barricadé. Par rapport à ton parcours justement de ce poste, Oui. est-ce que tu es resté par la suite et où tu as décidé encore justement de prendre une construction différente? Est-ce que tu as encore acheminé des formations? Si oui, qu'est-ce que ça t'a donné comme ouverture Oui. professionnelle? Alors, en fait, je vais te raconter la fin simplement. Donc, moi, si tu veux, ces postes de responsable de l'égalité des chances et tous ces services qui visent à assurer l'égalité des chances, c'est des services qui sont financés par l'État et qui sont financés de manière provisoire parce qu'ils durent le temps d'une législature et ensuite les politiques peuvent bouger et donc les priorités aussi. Et donc, c'est jamais garanti. Et donc, quand je suis arrivée, j'ai signé un CDD pour la période politique qui allait se terminer, qui durait 2 ans et demi. Et j'ai milité, je ne suis pas sûre que c'est le bon terme, je te dis que je n'aimais pas ça et je ne pense pas que c'est du militantisme que j'ai fait, mais j'ai en tout cas œuvré ou essayé de placer le fait qu'il était important que ça devienne un poste pérenne, parce que c'est aussi la crédibilité
de ces actions-là qui sont en question. Le fait d'être tout le temps un peu sur le ballon, bah, ça ne te donne pas la même autorité que si ton poste il est pérenne, comme le responsable des finances ou un autre responsable d'un autre service dans l'administration. Et ce qui fait qu'un jour, mon chef m'a invité dans son bureau et m'a présenté un contrat en CDI en me disant, voilà, on a effectivement réfléchi, enfin on est d'accord sur le principe et puis on voilà le contrat en CDI. Et en fait, j'ai choisi de ne pas le signer, pas parce que je trouvais pas important de le faire, sur le fait que le CDI puisse exister, c'était capital et c'était juste d'un point de vue politique d'entreprise et politique institutionnelle, mais dans ma vie à moi, il fallait que j'aille faire autre chose. Parce que j'avais une espèce d'étiquette de Madame Égalité collée sur le front et ça, c'était terrible. Je n'ai pas du tout envie de ça. Moi, quand j'étais journaliste, je me sentais libre. Là, je me sentais comme appartenant à une cause et j'avais pas du tout envie de ça. Donc, je n'ai pas signé ce CDI et je te promets que là, il y a eu ce moment où tu as au fond du ventre l'impression que tu es en train de sauter du 42e étage parce que tu quittes la sécurité. Et en même temps, c'était fondamental que je le fasse. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait le saut de l'indépendance. C'était il y a plus de 10 ans aujourd'hui. Et c'est là que j'ai créé l'entreprise dans laquelle je travaille encore aujourd'hui, qui s'appelle Filigrane, où je fais de la formation avec des adultes, de l'accompagnement individuel et d'équipe en difficulté. Et puis, j'ai également un pôle autour du récit de vie et des parcours de vie avec différents mandats autour de tous ces domaines-là. Magnifique, bravo. Et alors, bah, nous nous sommes rencontrés à Paris et justement Mais oui, autour du podcast. Et oui, tu as créé un podcast. Est-ce que ouais, tu as l'occasion de nous en parler un petit peu justement parce que oui, oui. ça, est-ce que c'est en lien avec ton, comment dire, ta société et ou pas du tout? Si, si, tout à fait. En fait, dans le cadre de ma société, ça fait donc 10 ans qu'elle existe. Et puis, j'ai donc développé pas mal de choses et j'ai eu beaucoup de mandats avec des différents partenaires. Et puis, je me suis beaucoup occupée de ces questions notamment de place des femmes dans la société. Puis, il y a eu un moment où j'ai laissé ça de côté parce que ça me paraissait important de passer à autre chose. Et puis, j'ai fait différents changements, mais tu as compris que c'était une récurrence dans mon parcours. Et là, en fait, je suis en train de revenir à mes premières amours parce que j'ai donné énormément de formations à des femmes qui souhaitaient devenir des politiques ou qui souhaitaient prendre une place dans le débat public d'une manière ou d'une autre. Et j'ai donc passé plusieurs années à donner beaucoup, beaucoup de formations en présentiel à ce public-là, partout en Suisse francophone. Et puis, ça m'a beaucoup fait réfléchir à ce qu'on était en train de faire. Et je crois qu'il est très important de proposer à la fois des, des soutiens qui concernent le contexte global dans lequel on évolue, donc tout le contexte social et tous les outils concrets de prise de parole en public, de réponse aux médias, de savoir réseauter, de savoir se positionner, de dépasser, voilà, construire son discours, enfin plein de choses de ce genre-là. Et en même temps, il y a toute une série de freins intérieurs qui sont très présents sur bah, le syndrome d'imposture, la conviction qu'on n'est pas à la hauteur, la peur de la visibilité, différentes choses de ce genre-là. Et en fait, Les Filles d'Olympe, qui est le programme que je suis en train de développer maintenant, il y a un podcast qui parle de ça, qui est un podcast dont le sous-titre est Pour des femmes fortes dans l'espace public et qui vise à donner ces outils aux femmes qui le souhaitent pour pouvoir prendre la place qu'elles souhaitent dans leur vie. Moi, je fais pas mal de coaching politique individuel aujourd'hui. Donc, je suis des femmes politiques qui sont soit engagées, soit en train de suivre des élections ou de vouloir conquérir des nouveaux postes. Donc, ça fait partie de mes activités encore aujourd'hui. Et puis, l'idée dans ce programme, c'est à la fois d'avoir un pôle créatif avec un salon créatif qui vise à développer la créativité, développer aussi grâce à ça toute l'assertivité et puis la prise de conscience de ses forces à l'intérieur. Donc, se solidifier, si tu veux, même si c'est pas tellement le bon terme, à l'intérieur. Et puis, parallèlement à ça, eh ben, d'ouvrir ce programme de soutien et de formation pour acquérir tous ces outils utiles au positionnement personnel et au positionnement professionnel ou politique ou associatif de femmes qu'on doit entendre parce que contrairement à une espèce d'image un peu mainstream, il y a encore beaucoup de place pour que des femmes puissent prendre la parole dans l'espace public. On les entend pas tant que ça. Et donc, il y a encore beaucoup de boulot à faire là-dessus. Donc, Les Filles d'Olympe, c'est un podcast qui donne la parole à certaines femmes politiques ou à d'autres types de femmes. Puis en ce moment, ben,
C'est des épisodes aussi sur différents thèmes qui tournent autour de la question du leadership. Et puis, parallèlement, c'est un salon créatif qui dure 8 semaines où on invite des femmes inspirantes. Et le prochain démarre tout bientôt avec Elisabeth II, reine d'Angleterre. Et on va parler de notre Queen Attitude, par exemple, mais aussi de notre généalogie, puis de ce qui freine dans notre histoire. Et puis, donc, le programme plus long qui devrait s'appeler Place publique et qui démarrera dans un mois à peu près. Bravo, bravo. Ben, en tout cas, il est clair que justement, avec les élections qui arrivent un peu ici en Belgique, je te dirais jusqu'où tu es prête à travailler. Et Ah, mais alors, partout, parce que je crois que le fait de travailler en ligne, ça ouvre énormément de perspectives. Et donc, voilà. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Il y a sûrement des gens en Belgique qui font ça très bien, mais je crois qu'il y a des enjeux vraiment majeurs à ce niveau-là. Et ce qui est intéressant et important, c'est pourquoi justement je t'ai invité sur le podcast, c'est que tu as justement une culture différente, tu as Mhm. eu un parcours voilà assez atypique et qui donne cette posture de femme qui est libre dans le bon terme, parce que le côté de libre, frivole, le côté de je suis tenue en rien, c'est un peu la caricature de la fille qui, comment dire, qui court dans les champs toute nue, prête à aller à la guerre. Or, ce n'est pas du tout le cas. On a bien écouté que c'était une posture, tu l'as exprimée, assertive où tu es bien ancré et où tu sais où tu vas et surtout où tu laisses l'opportunité d'apprendre, d'ouvrir encore justement à cet apprentissage à travers les autres, à travers les environnements. Et c'est pour ça que c'est intéressant, c'est de pouvoir justement parfois demander à des personnes extérieures au pays de pouvoir justement Bien sûr. te faire accompagner pour avoir une vision encore autre et plus enrichissante que si on était justement accompagné d'une manière politique par Mhm. justement une personne qui a la même culture. En tout cas, ça, c'est juste une, comment dire, une envie, c'est de pouvoir ouvrir, dépasser les frontières. Depuis Covid, on est bien d'accord que, comme tu l'as exprimé, travailler via visio, c'est réalisable, donc autant se donner l'opportunité. Alors, si vous voulez retrouver justement Florence, toutes les infos seront dans mon descriptif du podcast. En tout cas, merci beaucoup, Florence, pour cette entrevue très enrichissante. Merci à toi, Lindsay. Et alors, surtout, voilà, continuons à parler changement, reconversion professionnelle. Si vous êtes justement intéressé par justement cette ouverture professionnelle différente et non vous emprisonner dans votre tour doré, c'est le moment, c'est l'instant. N'hésitez pas à me joindre sur le podcast Créer hors cadre via Instagram, via le groupe Facebook et ou via les coordonnées qui sont dans la description. Et encore, voilà, une excellente journée à toutes celles et ceux qui m'écoutent en Europe et ou justement au Québec en soirée et ou en fonction de au moment où ils écouteront. Merci à toi, Florence, Merci et beaucoup. à bientôt. Ciao, À ciao. bientôt. Ciao.